Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage fascinant, Benoît Mandelbrot. Connu comme le père des fractales, Mandelbrot a révolutionné notre compréhension des formes complexes dans la nature et les mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa vie, ses découvertes majeures et l'impact qu'il eut sur divers domaines, de l'art à la science. Restez avec moi pour découvrir comment ces idées continuent d'influencer notre monde aujourd'hui. Benoît Mandelbrot est né le 20 novembre 1924 à Varsovie, au sein d'une famille juive, d'une mère dentiste et d'un père commerçant. Les affaires de ce dernier périclitant en raison du contexte économique, il émigra en France en 1931, dans l'espoir d'y trouver une meilleure situation et d'y faire venir sa famille plus tard, l'antisémitisme devenant de plus en plus inquiétant en Pologne. Ceci impliquait que la mère de Mandelbrot abandonne son métier et ses revenus. Aussi le regroupement ne devint effectif qu'en 1936. Mandelbrot apprit donc le français à l'école à Paris et ne découvrit qu'au lycée qu'il parlait en fait le parisien de Belleville. Très différent du français académique. Après l'invasion de la France par l'armée allemande en 1939, la famille se réfugia en zone non occupée à Tulle où il obtint le baccalauréat. Avec la mention très bien et les félicitations du jury. Mais en 1943, la situation devenant très menaçante, Mandelbrot et son frère partirent avec de faux papiers pour Périgueux, puis avec encore une nouvelle identité à Lyon, où il termina ses études secondaires en classe préparatoire aux grandes écoles. Le choix entre l'ENS et Polytechnique. La famille retrouva Paris en 1944 après la libération de la ville et Mandelbrot eut à choisir entre l'école normale supérieure, ENS, et Polytechnique après avoir passé le concours des grandes écoles où il fut le seul à résoudre complètement le très difficile problème de mathématiques qui avait même tenu en échec son professeur. Sur les conseils de son oncle Solem Mandelbrot, mathématicien au Collège de France et cofondateur du groupe Bourbaki. Il choisit l'école normale. Et y resta un seul jour dès qu'il eut compris qu'on y rêverait le formalisme mathématique abstrait du style Bourbaki. Il entra alors à Polytechnique, école militaire dont il porta l'uniforme militaire bien qu'il ne fût pas encore naturalise. Il eut entre autres comme professeurs Gaston Julia et Paul Lévy, deux noms qui eurent une influence marquante sur ses propres travaux. Il est d'ailleurs amusant que Soltem Mandelbrot suggère à son neveu de prolonger pour sa thèse les travaux de Fatou et Julia sur l'itération des fonctions rationnelles, et que celui-ci abandonna le sujet dans l'incapacité, à l'époque, d'y ajouter quelque chose. À sa sortie de Polytechnique, Mandelbrot partit 2 ans en stage au California Institute of Technology puis il rentra en France en 1949 pour y faire son service militaire. La formule de Zipf-Mandelbrot. Entre 1950 et 1952, il fait une thèse de mathématiques appliquées qu'il juge faible et mal rédigée sur un sujet qu'il a choisi et qui n'intéressait personne, à partir d'une formule empirique de Zipf décrivant la fréquence d'utilisation des mots dans les textes. Zipf avait remarqué qu'on observait la même fréquence de distribution quel que soit le degré d'instruction ou la langue du rédacteur. Si les graphiques de Zipf étaient pertinents, Mandelbrot montre que la formule était fausse et la transforme en formule de Zipf-Mandelbrot. C'est le premier contact de Mandelbrot avec les distributions à longue traîne, très différentes des statistiques habituelles. Et avec la notion d'invariance. Plus audacieusement, il établit un lien un peu acrobatique avec la thermodynamique statistique par le biais du concept d'information. D'emblée, Mandelbrot veut se positionner comme mathématicien atypique et indépendant de toute école. Il effectue en 1953 à 1954 des stages postdoctoraux au MIT où il s'intéressait beaucoup aux travaux de Norbert Wiener. Puis à Princeton avec John von Neumann. Oppenheimer s'intéressait également à ses travaux. Plus de 30 ans chez IBM. Il revient en France en 1954 avec un poste au CNRS, puis passe 2 ans à Genève où il collabore avec Jean Piaget. Il obtient ensuite un poste à l'Université de Lille en 1957, mais ne l'occupera qu'une année universitaire. En effet, en 1958, il part aux États-Unis pour un stage d'été chez IBM. Et y restera 35 ans, au Tomaji Watson Research Center. C'est chez IBM que se déroulera l'essentiel de sa carrière avec en parallèle 17 années d'enseignement à l'université Yale après. Des collaborations de courte durée avec les universités de Chicago, d'Harvard et le MIT. Il y accomplira l'essentiel de ses travaux. Son premier domaine de recherche concernait les statistiques théoriques de la distribution des revenus en s'inspirant de la loi de Pareto.
Il découvrit rapidement qu'une distribution du même type expliquait les cours boursiers. Pour ces derniers, il démontrait que les variations à long terme présentaient la même distribution aléatoire que les variations à court terme. On retrouve là le concept d'autosimilarité qui est au cœur des fractales fractales. Ceci était en opposition absolue avec les théories économiques orthodoxes pour lesquelles les variations à court terme sont aléatoires. Et les variations à long terme représentent des tendances. En outre, ces théories, fondées sur la loi normale, considèrent que les variations sont d'autant moins probables que leur amplitude est plus importante. Au contraire, selon la théorie de Mandelbrot, développée en utilisant des travaux de statistique théorique peu connus de Paul Lévy, les variations brutales et imprévisibles sont beaucoup plus fréquentes que ce que prévoient les théories orthodoxes. Il s'intéressait ensuite à la turbulence, aux variations du régime des crues, aux irrégularités dans les lignes des côtes. Et dès 1960, alors qu'IBM ne disposait encore d'aucun outil graphique, il commence à percevoir l'importance des simulations graphiques. Pour ses travaux de mathématiques appliquées, il ne cessera de chercher à utiliser les moyens plus perfectionnés progressivement disponibles. L'originalité de Mandelbrot est d'avoir vu des points communs profonds dans tous ces processus qu'il étudiait. L'autre, qu'il va développer progressivement, c'est l'utilisation graphique des ordinateurs pour l'aide à l'étude de problèmes théoriques, en opposition totale avec les pratiques des autres mathématiciens. Benoît Mandelbrot et les fractales. Le mot fractal date de 1975 et a été créé par Mandelbrot pour son livre Les objets fractales afin de designer les propriétés communes de tous les processus et structures qu'il a étudiés. Puis il s'intéressait à des sujets de mathématiques pures et revient sur les travaux de Julia et Fatou qui lui avaient résisté jadis. En 1980, il obtient la représentation graphique de l'ensemble des ensembles, ce n'est pas une répétition accidentelle, de Julia et Fatou et il en étudiait les propriétés fractales. Il semble toutefois qu'il ait été un peu précédé en 1978 par Brox et Matelski qui avaient publié une représentation grossière mais correcte sur une imprimante alphanumérique. Cet ensemble sera ensuite étudié de façon très théorique par Douady et Hubbard qui le nommeront ensemble de Mandelbrot. Mandelbrot devient alors célèbre et œuvre à la diffusion de la géométrie et des mathématiques fractales qui intéressent de plus en plus de monde dans des domaines très divers, qu'il s'agisse de travaux théoriques, appliques ou artistiques. Il multiplie les conférences et termine sa carrière comme professeur émérite à Yale, 1987 à 2004. Il décédait en 2010 à Cambridge, Massachusetts. L'impression qui se dégageait de son livre autobiographique La forme d'une vie est celle d'un esprit brillant, extrêmement doux, touche à tout et qui s'est toujours considéré comme un franc-tireur à l'écart de tout courant ou école mathématique. Il aurait certainement pu produire des travaux théoriques très profonds s'il n'avait pas d'emblée manifeste une allergie. Allergie pour le formalisme abstrait de certaines mathématiques, en particulier de l'école Bourbaki, préférant au contraire les approches plus géométriques et visuelles aux approches formelles et analytiques. Cependant, son aptitude à voir des propriétés communes dans les domaines très différents qu'il aborde ainsi que dans divers travaux antérieurs que rien ne relie en apparence, et son intérêt pour des approches probabilistes non conventionnelles ont produit une œuvre fructueuse, même si son coup de pied dans la fourmilière de l'économie théorique ne semble pas, hélas, avoir servi de leçon. Malgré l'écho qu'a eu ce travail à l'époque dans certains milieux. En conclusion, Benoît Mandelbrot a révolutionné notre compréhension des formes et des structures dans le monde qui nous entoure. Son travail sur les fractales a non seulement ouvert de nouvelles voies en mathématiques, mais a également influencé des domaines aussi variés que l'art, la biologie et la finance. En explorant la beauté cachée dans le chaos, Mandelbrot nous rappelle que la complexité peut émerger de la simplicité. Son héritage perdure, inspirant des générations de chercheurs et de créateurs à voir le monde sous un nouvel angle. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration de sa vie et de son œuvre.